Je suis Patrick Messi pour PDF. Justement, monsieur le président de la plateforme Gabon, d'abord, vous faites de l'aborder. La question brûlante, c'est l'affaire désormais dite Zouba. Quel est votre sentiment par rapport, qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive parce qu'il est quand même de l'opposition comme vous? Bien, je vous remercie. Ici, j'ai noté quelques idées. Ce que le pouvoir a cru bien de faire en nous offrant des images qui, sans surprise, rentrent dans un registre qu'il affectionne avec jubilation. Le règlement de compte et l'humiliation. Comme si le passé n'existait plus. Passé commun qui nous lie. Parce que oui, effectivement, jusqu'en 1990, le Gabon, de 67 à 90, 68 à 90, a vécu sur le monopartisme. Rares étaient les Gabonais qui étaient en dehors du parti unique. Je voudrais rendre hommage à ceux qui, déjà, pensaient qu'il fallait revenir au multipartisme parce que le Gabon, d'avant l'indépendance et avant 1968, était un pays de multipartisme. Nous avons vécu dans le multipartisme. Mais toujours est-il que partout en Afrique, on a opté pour le monopartisme, surtout en Afrique francophone. Et le monopartisme avait ses règles. Y compris ceux aujourd'hui jeunes qui critiquent. Moi, j'ai rencontré des gens qui, oui, mais vous étiez là-bas, vous étiez tous des drogués, c'est pour cela que... Mais j'ai répondu à cette personne, en dehors du fait de critiquer, d'insulter, qu'est-ce que vous proposez, quelle action que vous proposez? Parce qu'il faut agir, c'est bien de penser, c'est bien de dire des choses, mais je pense qu'il faut maintenant agir. Et je lui ai demandé, je dis, vous savez, à l'université, les gens continuent à y aller dans des conditions exécrables, à l'hôpital, partout, dans les écoles, rien ne va. Et ces professeurs, ces médecins qui ne disent rien, alors ils sont aussi drogués que nous qui étions là au parti unique, pourtant nous ne sommes plus au parti unique. Est-ce qu'ils ne sont pas drogués aussi peut-être? Alors il faut qu'on réfléchisse, qu'on s'asseye. Mais je dis, pour revenir à ce à quoi nous assistons depuis samedi, je voudrais demander à ces gens qui agissent de cette manière-là de penser qu'ils agissent contre des gens qui ont servi ce pays, qui ont été à la hauteur de leurs tâches. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux qui gèrent le pays. Ils ont rendu d'énormes services. On veut humilier un homme. Mais quel homme? Ancien président de l'Assemblée nationale, ancien vice-président du Parti démocratique gabonais qui, dans ces instances du parti, a porté et défendu la candidature du futur président de la République, c'est-à-dire Omar Ali Bongo Ondimba. Parce que tout n'était pas joué d'avance. Avec force et conviction, en dépit de certaines réticences qui appelaient le PDG à désigner son candidat autour de toutes les instances,
toutes les instances du parti. Cette décision ne pouvant pas être prise par la trentaine de membres du comité permanent du PDG, et j'y étais, et j'étais contre cette méthode qui consistait à faire en sorte que la décision soit prise dans cette structure. J'exigeais qu'un congrès soit fait. Et je le dis haut et fort ici, il y en a qui ne le savent peut-être pas, et M. Guy Zulba Dama et moi, nous nous sommes affrontés. Et ça, c'est la politique. Guy Zulba Dama, par ses titres et ses arguments, a fait pencher la balance pour que le président actuel soit candidat présenté par le PDG. Et je vous dis, j'en parle avec connaissance de cause. Et quand quelqu'un comme ça a pris autant de risques, parce que c'était des risques à prendre, et il les a pris, parce qu'il ne fait pas plus partie de l'équipe qui gère le pays, on pense qu'il faut lui régler des comptes. Et ça, c'est de très mauvaises méthodes, parce que vous humiliez aujourd'hui, mais vous serez humilié demain. Chacun de nous paiera ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est certain. C'est un manque évident de reconnaissance d'avoir oublié donc cet épisode-là où Guy Zulba Dama a été le premier parrain à soutenir la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Et l'homme a joué un rôle important. Élu président de l'Assemblée nationale sur Omar Bongo, Zulba Dama a tenu à rester fidèle au défunt président et à son héritage, parce que c'est l'argument qu'il nous a avancé pour soutenir Ali Bongo. Ali Bongo était présent. Donc, je le dis, beaucoup n'ont pas haussé le ton, beaucoup ont subi, mais ce débat s'est passé. Il n'y avait pas beaucoup de gens pour défendre la position qu'a défendue Zulba Dama. Et rattrapé par les réalités, au cours du mandat de celui dont il a été l'un des parrains, lui a suffi pour modifier son comportement, son jugement et quitter le navire. Il a dû constater que ça ne pouvait pas continuer à fonctionner de cette manière-là. À la veille des élections de 2019, pardon, 2016, le poste prestigieux de président de l'Assemblée nationale, il quitte donc le poste prestigieux de l'Assemblée nationale pour annoncer sa candidature à la présidentielle de cette même année. L'homme ne se reconnaissant plus dans les idéaux et l'héritage légué par son fondateur, a cru bon, dans son intérêt et l'intérêt du peuple gabonais, rompre et s'opposer aux nouvelles pratiques imposées par celui qui incarne le pouvoir aujourd'hui. Sur les motifs, il s'est largement exprimé lors de la campagne électorale. Je n'en dirai pas plus. Si, une seule chose, pour certains, le PDG c'est le Gabon et le Gabon c'est le PDG. Dans mon métier de communicateur, j'ai longtemps côtoyé le président Bongo. Puis, dans le monde politique,
je l'ai accompagné pour servir le Gabon. Comme tout homme d'État, Omar Bongo aimait le pouvoir, j'ajouterais qu'il était le pouvoir. Mais il ne pratiquait pas l'humiliation, surtout pas contre ceux qui l'avaient accompagné. Il l'aidait à garder le pouvoir, même quand il le quittait. Je me rappelle de l'épisode de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ogouli Guendé, lorsqu'il a démissionné du perchoir et quitté le PDG. Eh bien, le président ne lui a pas tenu rigueur. Au contraire, au bout de quelque temps, il a même nommé président du conseil d'administration de Sogara. Moi-même, après les élections, c'est de 81 ou 83, rappelez-moi. 93. 93, pardon, de 93. J'étais secrétaire général du PDG. Et après ces élections, il y a eu beaucoup de problèmes, comme toujours d'ailleurs, à la suite de chaque élection au Gabon, il y a eu des remous. Un opposant a lancé l'appel des braves. Le président m'a appelé, m'a dit: Jacques, tu as entendu l'appel des braves de M. X? J'ai dit: oui, monsieur le président. Il dit: mais qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit au président: monsieur le président, si vous-même vous ne changez pas, rien ne pourra changer. Parce que je pense que quand un homme vit, si autour de lui les choses ne vont pas, surtout quand il a une situation importante, c'est à lui d'abord de changer, pour faire changer son entourage, son environnement. Et c'était ma conviction. Je le lui ai dit. Quelques temps après, il m'a appelé pour me dire: Jacques, vous devez aller à Paris pour négocier avec l'opposition. J'étais secrétaire général du PDG, j'ai refusé. Je ne suis pas allé aux accords de Paris. C'est Toutoumeman qui a été le président de la délégation. Je ne suis pas allé. Ils sont revenus, ils ont signé les accords de Paris. Je n'y étais pas. Je n'étais pas à la Cité de la démocratie. Et le président m'a appelé pour dire: bon, Jacques, tu n'es pas allé aux accords de Paris. Et moi, j'estimais à l'époque que le secrétaire général du parti au pouvoir n'avait pas à être membre du gouvernement. Et je le lui ai dit, et toujours je lui ai répété que je n'avais pas à être membre du gouvernement. Mon travail, c'était de faire le tour du Gabon et de lui rendre compte de ce qui n'allait pas, ce que j'ai fait. J'ai même convoqué des ministres pour demander pourquoi telle chose, parce que je constatais sur le terrain que des choses n'allaient pas. Évidemment, ça a été mal vu. On a été dire au président: attention, ce monsieur-là, il convoque maintenant les ministres, faites attention. Bon, enfin bref. Mais le président m'a dit: Jacques, tu as toujours refusé, mais s'il te plaît, je voudrais te demander de rentrer au gouvernement parce que Mbabé Solo va rentrer au gouvernement. Tous les leaders qui avaient refusé d'être autour de Bongo à la suite des accords de Paris, tous sont rentrés au gouvernement, sauf Agonjo, parce que son parti avait refusé qu'il rentre au gouvernement. Et il m'a dit: si tu ne rentres pas au gouvernement, Jacques, tu vas me gêner. J'étais quand même obligé de rentrer au gouvernement. Et je suis rentré au gouvernement. Ministre d'État, secrétaire général, ministre d'État, chargé de l'information, à l'époque ça s'appelait comme ça, des postes de télécommunications, de la culture. Mais je vous dis, j'ai des convictions. Et au bout de 4 ou 5 mois, j'ai demandé à ceux qui m'entouraient d'organiser un congrès extraordinaire. Le président a voulu savoir de quoi il s'agissait et il a su que c'était pour poser ma démission. On a tout essayé pour me retenir. Il y a des témoins qui sont là. J'ai organisé le congrès. J'ai démissionné de la tête du Parti démocratique gabonais et de mon poste de ministre de l'information, ministre d'État.
Mais le président Bongo, il aurait pu, comme ça se passe aujourd'hui, me mettre des pots de banane, me trouver telle ou telle chose, m'en vouloir. Il m'en a pas voulu. Sûrement, ça lui avait fait mal au cœur. Mais il m'a nommé haut représentant personnel, avec des beaux bureaux. Et je fais mon travail de haut représentant personnel. Donc c'est vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, qui ressemble à des règlements de compte, Bongo aurait pu l'exercer sur beaucoup d'entre nous. J'ai cité mon cas, mais je vous dis, peux vous donner d'autres cas. Parce qu'au sortir de la conférence nationale de 1990, il y a des barons du parti qui ont quitté le parti, qui étaient dans l'opposition. Mais le président est resté égal à lui-même vis-à-vis de ces gens-là. C'est pour dire qu'il faut être à la hauteur de sa tâche, parce qu'un pays, on ne gère pas des moutons, on gère des hommes qui réfléchissent et des hommes qui veulent avancer ou faire avancer le pays. Et il faut les écouter. Et ça, c'est une qualité qu'Omar Bongo avait. Écouter. Et savoir accuser le coup. D'ailleurs, quelqu'un me disait, si Bongo était un boxeur, mon vieux, il aurait eu des coups, mais il ne serait jamais tombé. C'est quelqu'un qui accusait le coup. Ça venait de partout. Mais il tenait. Mais jamais. Parce que je l'ai vu. Des gens qui étaient dans l'opposition, qui ont été durs avec lui. Mais comment ces gens-là sont arrivés après à être autour de lui? Il y en a même qui se sont agenouillés devant lui. Donc c'est dire qu'il faut être à la hauteur pour gérer un pays. Il faut être à la hauteur. Et ce qu'on fait à Guizouba Dama, ce n'est pas mon ami, c'est un Gabonais comme moi. Nous nous sommes opposés à un moment. Mais j'estime que le Gabon, nous devons avancer ensemble, lui et moi. Avancer ensemble, y compris avec ceux qui sont aujourd'hui au PDG. Parce qu'à un moment donné, on ne prendra pas des fusils pour s'entretuer. Et ça arrive souvent que je rencontre certains PDGistes avec qui j'échange. Je donne mon point de vue. Et c'est ça le Gabon de demain. Et certains de mes parents PDGistes aujourd'hui ont peur même de venir chez moi parce qu'on risque d'aller dire que on l'a vu chez... Mais enfin, arrêtons. Moi, secrétaire général du PDG, j'allais chez Agonjo avant que tout ça n'arrive, c'est-à-dire que quand il y a eu la mort de Reine Jambé, tout ça, mais j'allais là-bas. Au début, on ne comprenait pas pourquoi j'allais voir Agonjo, mais après le président a compris. C'est moi qui ai négocié quand Reine Jambé meurt, parce qu'on ne comprenait pas, mais c'est moi que Bongo a appelé pour dire, mais Jacques, va voir Agonjo, dis-lui, j'ai vu le programme de l'enterrement, dis-lui que je ne suis pas d'accord avec le tour de ville. Je dis, vous voyez, monsieur le président, les gens venaient vous dire, mais qu'est-ce qu'Adia nous fait chez Agonjo? On avait des problèmes, mais nous connaissons depuis. Agonjo, j'ai rencontré Agonjo en 1963 dans un train à Paris. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que je fréquentais. Et parce que on est devenu adversaire, que je ne peux plus aller lui rendre visite. En plus, il a perdu un parent, je ne peux plus aller là-bas. Je dis non, ce n'est pas possible. Et c'est ce qui malheureusement arrive aujourd'hui. J'ai vu des hauts dignitaires. Le père Chambrier meurt, que je n'ai pas vu, parce qu'ils avaient peur d'aller pour qu'on ne dise pas « il a été chez Chambrier ». Mais quelle honte pour ces gens-là, quelle honte. J'espère qu'ils resteront 100 ans dans les fonctions qu'ils occupent, qu'ils vivront 200 ans. Parce que chacun vit des épreuves dans la vie. Il y a des hauts et des bas, et quand on ne réfléchit pas sur son destin, en prenant les bonnes dispositions, eh bien on les paye. Et il y en a qui vont les payer. Ce n'est pas moi qui veux ça, mais c'est la loi. Et la loi, c'est Dieu.
Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce qui arrive à notre ami Nzouba. Je pense qu'on veut éliminer un futur candidat au présidentiel. Et puis on organise, on savait qu'il était allé, mais je voudrais ajouter les mallettes, l'affaire des mallettes. Mais c'est vieux comme le monde. Nous avons, nous tous, appris qu'il y a des mallettes qui circulaient entre la France et le Gabon. Nous avons appris également, nous savions que des opposants africains, que je ne voudrais pas citer ici, que j'ai vus, reçus par le président de la République, sortir des mallettes, et ses opposants partaient. Pourtant, le président avait de bonnes relations avec ces chefs d'État-là, et ils repartaient avec des mallettes chez eux. Moi, je suis certain que même ces chefs d'État savaient qu'ils avaient de l'argent, parce qu'eux-mêmes sûrement faisaient ça pour certains opposants. C'était la règle, je pense. Mais aujourd'hui, on veut casser les codes. Mais c'est grave, parce que cette affaire-là, oui, l'argent sort de quelque part, ce n'est pas de l'argent volé. Mais attendons la suite. Faisons simplement attention. Parce que ce qui est arrivé là, si tous les chefs d'État faisaient ça contre leurs opposants, eh bien, il y aurait beaucoup de mallettes. Depuis des années, on aurait appris que tel, on l'a arrêté à la frontière, tel. Mais ces chefs d'État ne l'ont pas fait. Je vous dis, moi j'ai vu des opposants, là où j'étais, venir chercher de l'argent au Gabon. Le président finançait leur campagne chez eux. Pourtant, ils sont rentrés avec ces mallettes. Mais chez nous, on se dit, ah, il est parti à tel endroit, nous l'attendons. Mais franchement, je crois que c'est ridicule ce qui est en train de se passer, parce qu'on sait que c'est vieux comme le monde. Ceux qui aujourd'hui gèrent le pays savent ce qui s'est passé dans ce pays. Et il est temps de mettre la balle à terre. Parce que Nzouba n'est pas n'importe qui. Si on va trop loin, Nzouba a été et il sera encore. Parce que quand on a eu de hautes fonctions, qu'on a une grande famille, il faut faire très attention. Et chacun de nous a une famille. Donc voilà ma réponse. J'ai été long, mais je tenais à m'expliquer pour dire que je soutiens entièrement mon frère Nzouba, parce qu'il n'a pas volé. Voilà ce que je voudrais dire. Monsieur le Président, je rebondis succinctement. À vous entendre parler, vous êtes tous âgés d'une certaine époque qui voulait qu'Omar ne punissait pas, n'humiliait pas ses collaborateurs quand ils l'ont quitté. Attention. Est-ce que la situation de Nzouba actuelle ne vous invite pas, du coup, opposants, justement à dire, à comprendre une fois pour toutes que le gouvernement actuel n'est plus celui d'Omar? Parce qu'on a comme l'impression que le président Nzouba pense encore qu'il suffit de s'appeler Nzouba et puis après le petit gendarme contrôle l'espace. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Ne croyez pas qu'à l'époque d'Omar Bongo, on ne sanctionnait pas. Et je dis qu'il fallait avoir des résultats. Quels résultats avez-vous depuis 2009? Des choses palpables. Moi, je vous dis, j'ai connu ce pays, le Gabon. J'habitais là à Glace. Jusqu'à l'âge de 17-18 ans, là où il y a mon QG, il y avait une fontaine publique. Je puisais l'eau, le seau sur la tête, jusque chez moi, là, parce qu'on n'avait pas d'eau chez nous. Là. Tout ça, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Et c'est Bongo, parce que s'il était laxiste... Vous savez, moi, je pense que Bongo est arrivé en 68, 67, puisqu'il prend le pouvoir en 67, et même avant, parce que Léomba était déjà parti malade. Et il a trouvé un pays qui n'existait pratiquement pas. Libreville s'arrêtait aux Akaye, au Vendo, on passait par la forêt, et c'était une petite bourgade, parce qu'il n'y avait que le collège technique et l'office des bois. C'est tout ce qu'il y avait au Vendo. Ça s'arrêtait ce qu'on appelait le camp d'aviation, c'est-à-dire l'aéroport de Libreville. C'était un petit aérodrome. C'est ça Libreville.
On ne passait pas par le bord de mer, on remontait par Saint-Pierre, ensuite, etc., etc. Tout ce que vous voyez là, les grandes voies que vous avez ouvertes à Kébé n'existaient pas. Les quartiers dans les hauteurs d'Akébé, tout ça n'existait pas. C'est Bongo qui a créé tout ça. Et il a créé ça avec des gens qui ont cru au pays. Je citerai quelques-uns. Des gens comme Henri Miko, des gens comme Mindou Mizamba. Enfin, on peut les citer. Et ces gens-là ont bâti le pays avec Bongo. Et la route qui part des affaires étrangères pour aller vers la RTG n'existait pas. C'est Bongo. Et moi, je pense que jusqu'en 1977, il a fait des choses pour ce pays. Je me rappelle encore, j'étais dans l'équipe avec Jean Ouvono. On revenait de Chine en 1972, on s'arrête à Paris, et puis il reçoit Foccart. Et Foccart lui dit, Monsieur le Président, le Premier ministre m'a dit de vous dire que vous ne pourrez pas signer la convention sur le barrage de Kingeli. Le Président lui a dit, allez dire au Premier ministre que si je ne signe pas ça d'ici demain avant mon départ, je repars en Chine et ce sont les Chinois qui vont construire le barrage de Kingeli. Le lendemain, les Français sont venus signer l'accord, la convention du barrage de Kingeli. Disons que ce que le président Bongo aurait dû faire après avoir créé un certain nombre d'infrastructures, parce que moi j'ai connu le Gabon, pour aller de Libreville à Lambaréné, seulement là, il y avait le bac de Kangou. Les deux bacs de Lambaréné, tous ces bacs, il n'y avait pas de pont pour y aller. On partait de Libreville à 3h du matin, on arrivait à 16h à Lambaréné. Mouila, c'était la même chose, pas de pont. Alors c'est vous dire que Bongo a bâti ce pays. Je le dis très franchement, il avait ses qualités, il avait ses défauts comme tout le monde. Donc s'il n'avait pas de rigueur, s'il y avait ce laxisme, parce que les gens pensent qu'à l'époque de Bongo, il n'y avait que des voleurs, non. Sûrement, comme dans tout gouvernement, il y a des gens qui ont dû détourner, mais tout le monde ne détournait pas. Chez les gens, étaient à l'œuvre. Et Bongo, eh bien, il aurait dû, je pense, après l'OUA 77, se dire, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, passons à autre chose. Je laisse un successeur. C'est ce qu'il aurait dû faire. Moi, je le dis, parce que il fallait passer à un autre président. Mais nous étions un parti unique. Et vous savez ce que c'était que le parti unique? Mais il y a des gens qui étaient à côté du président pour dire, mais si vous partez, vous nous laissez avec qui? La famille, les copains. Et puis, voilà, il a poursuivi son action jusqu'à sa mort, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Mais c'était le parti unique. Voilà ce que je peux vous répondre par rapport à ça. Mais je vous dis, il y a des gens qui ont construit ce pays. Parce qu'il n'existait pas. Le président Léon Ba, quand il a pris le Gabon en main, il a dit que c'était la vache laitière. Vous alliez au Congo à l'époque, c'était bien tracé, il y avait toutes les infrastructures, mais le Gabon, c'était vraiment... ça. Quand vous passiez là, lorsque le bus arrivait, vous étiez obligé de vous ranger, parce que c'était une petite voie non bitumée, pas éclairée. En 60, la zone industrielle n'existait pas. Nous piégeons des crabes là. On joue au football dans les palétuviers. Vous voyez, donc c'est vous dire que ne croyez pas que à l'époque du parti unique, c'était moins bien qu'aujourd'hui. Je vous le dis très franchement. Moi, je n'ai pas vu de jugement de gens, au bout de 5 ans, même pas au bout de 2 ans, des gens qui allaient en prison comme aujourd'hui, jugés, et vous sortir des chiffres de 1 milliard et quelques que je donne. C'est pas possible. C'est inadmissible, ça. Mais enfin, est-ce que vraiment on est dans un pays? Donc, vous savez, je vous le dis, je suis en train d'écrire pour la postérité. J'ai le devoir de le faire. Nous avons le devoir d'expliquer aux jeunes ce que nous avons vécu dans ce pays. Parce que il est temps qu'on remette les pendules à l'heure. Parce que, et en plus, à notre époque, pour être directeur général,
Moi, je suis rentré à la RTG en 1964. J'ai commencé par être chef de service 4 ans après, directeur. Ensuite, le président m'a appelé monter la presse présidentielle. C'est de là où je suis redevenu directeur général de la RTG 12 ans après que j'ai commencé ma carrière. 12 ans après. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, on ne respecte même plus les textes. C'est-à-dire que quelqu'un sort de l'école parce qu'il est agrégé, ben, il est nommé directeur général dans une société. Il n'a jamais rien géré. Et là où il y a des milliards, eh ben, il tripote l'argent. Il distribue, et celui qui l'a nommé là reçoit ses subsides aussi. Voilà comment l'État fonctionne, et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Et je suis clair là-dessus. Et c'est pour cela que l'homme qui vous parle, qui a vu des choses dans ce pays, pense que il est temps de passer à autre chose. Il est temps que la jeunesse se dise qu'il y a quand même un problème. Quand des bacheliers, on leur achète des taxis, après avoir eu le bac, on vous achète des taxis. Bon, si c'est ça l'avenir d'un bachelier, bon, je crois que nous avons tous, c'est pour ça que nous avons créé cette plateforme-là. Et nous réfléchissons avec les partis politiques. Nous avons été voir les religieux pour leur expliquer ce que nous faisons. Et ils sont d'accord avec nous pour dire qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. Et puis on se tourne le dos. Est-ce que c'est ça l'avenir du pays? Parce que, d'un côté, tu n'es pas avec moi, je dois t'abattre. Mais on risque d'abattre beaucoup de gens. Hein? C'est pas ça le pays. Même si on n'est pas d'accord, nous devons cheminer ensemble. Et puis, si l'opposant a droit à avoir un poste, pourquoi pas? Mais ce n'est pas possible de dire, ah non, parce qu'il est opposant, on ne donne rien, il n'a pas de boulot, son père est ceci, l'enfant ne doit pas travailler. Ah bon, vous appelez? Ah bon, non, toi, laissez tomber. Non, ce n'est pas ça le pays. Rectifions le tir. Et quand je parle, c'est pour dire à ceux qui gèrent le pays que nous avons été ensemble et qu'ensemble, nous avons vu comment ce pays a été géré par un homme. Il avait ses défauts, c'est vrai, mais chacun avait sa place. Pourtant, mon Dieu, après 90, enfin, surtout dans les années 90, ça a été difficile pour le PDG, on a été ballotté. Le président aurait pu être très méchant, mettre des gens en prison. Vous n'étiez peut-être pas né ou vous étiez très jeune, mais vous auriez vécu les années 80-90, ça a été une période difficile pour le Gabon. Il a fallu quelqu'un qui contienne les gens pour que ça ne dégénère pas. Mais il n'était pas seul, nous étions là. Il y en a qui sont assis, Madame Missambo est là, il y en a qui sont là. Nous étions aux côtés de Bongo, il n'était pas seul. Pour lui dire, Monsieur le Président, quand ça pouvait dégénérer, bon, Monsieur le Président, vraiment, je pense qu'on est Gabonais, et puis ça s'arrangeait toujours. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance aux Gabonais? Mieux, on va chercher des étrangers pour en faire des grands patrons chez nous, et puis qui partent avec des milliards. Qu'est-ce qui fait ça? Et à la présidence, là où il y a des secrets d'État, on considère qu'on peut faire venir quelqu'un qui peut partir et revenir. Et ça revient, et ça repart. Mais non, on n'a rien contre les étrangers. Le Gabon, ça a toujours été un pays d'accueil. La preuve, même un pays de métissage, puisqu'il y a des Gabonais qui ont des noms, Mamadou Diop, qui ont des... Parce que, mais je dis, la patrie, c'est là où l'âme se forge. C'est-à-dire que je suis né là, j'aime mon pays, et personne ne m'enlèvera ce pays-là. Je mourrai ici, on m'enterrera ici. Or, certains, quand ils vont mourir ici, on va prendre leur cercueil et on amènera chez eux. Et ça, pour moi, c'est dangereux pour un pays d'accepter ce genre de choses. Voilà les réponses que je peux vous donner.